Juste tout. Go. Go. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette émission spéciale qui abordera le thème du congrès qui va avoir lieu à Citoyens au pouvoir en fin de semaine, le 15 juin à Lévis. Alors, ce soir, nous aurons une émission très chargée. On va débuter avec une entrevue que j'ai eue avec Régis Ostini, l'ancien candidat de Citoyens au pouvoir dans Label, qui malheureusement ne participera pas au congrès de samedi. On lui a refusé l'accès et j'ai eu une entrevue avec lui cet après-midi et je vais vous passer cette entrevue-là en début d'émission. Par la suite, on va avoir Stéphane Hallinger, le président de la Fondation Équipe Québec, qui va venir nous jaser là, des derniers développements concernant la motion qui a été refusée par le gouvernement et de François Legault. Et donc, Stéphane Hallinger va venir nous jaser. Et par la suite, pour terminer le journal du soir, on va avoir Charles-Philippe Gervais et François Saint-Louis qui vont venir s'ajouter à la discussion. Alors, on a une émission très remplie ce soir. Alors, pour revenir à mon premier sujet, l'entrevue que j'ai réalisée cet après-midi avec M. Ostini, on va apprendre là, un peu ce que M. Ostini là, veut démontrer par sa remise en question du congrès en fin de semaine. On sait que Citoyens au pouvoir est un parti qui veut être transparent et défendre le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, j'ai eu une bonne discussion cet après-midi avec M. Ostini et je vous laisse écouter l'entrevue et je vous reviens par la suite commenter avec vous autres. Je vais suivre le clavardage et je vais réagir par la suite. L'entrevue dure environ une quarantaine de minutes. Puis, par la suite, je vais commenter et suivra là, Stéphane Hallinger qui va venir nous parler d'Équipe Québec. Alors, sans plus tarder, Jean-Marc, je te laisse prendre les ondes, je ferme mon micro et on écoute M. Ostini. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission spéciale du Journal du soir, du jeudi soir. On est le 8 mai 2019. Alors, j'ai avec moi comme invité M. Régis Ostini, qui, dimanche dernier, à Radio Infocité, est venu nous parler un peu des dernières nouvelles concernant Citoyens au pouvoir. Régis Ostini est l'ancien candidat de l'équipe de Stéphane Blais aux dernières élections dans le comté de Label. Et j'ai avec moi en entrevue M. Ostini qui va nous donner les derniers développements concernant le congrès là, qui va avoir lieu après-demain, samedi, à Lévis, pour Citoyens au pouvoir. Et entre autres, connaître les résultats d'une consultation qui a été menée par l'équipe de Stéphane Blais concernant l'adoption de statuts provisoires qui devait être absolument accepté de la part des membres pour obtenir cette fameuse carte qui donnait aussi le droit de voter pour un vote de confiance au chef de Citoyens au pouvoir. Alors, on a eu toutes sortes de nouvelles qui ont émané de ces démarches-là. Pour ceux qui ont suivi Citoyens au pouvoir, les partisans de Citoyens au pouvoir, on tient à faire une émission ce soir pour bien vous informer, pour essayer de comprendre les statuts qu'on va débattre samedi dans le congrès là, organisé par l'équipe de Stéphane Blais, à savoir si ces statuts provisoires-là remplissent les critères concernant la démocratie directe et le pouvoir du peuple par le peuple. Et Régis Ostini est quand même quelqu'un qui suit ce dossier-là depuis de longue date et on va débattre de ça aujourd'hui. Salut Régis, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Une longue journée de travail pour moi aujourd'hui, mais en forme, puis d'attaque. Donc, moi, dans mes écouteurs en ce moment, ton son a envie un petit peu de sauter. Je te demanderais peut-être de faire attention, d'essayer soit de te rapprocher un petit peu de ton haut-parleur pour s'assurer que l'entrevue qu'on va faire là, dans la prochaine demi-heure, les auditeurs puissent bien t'entendre. Si ça saute encore, là, je vais te le dire tout de suite, puis on va pouvoir rétablir la situation. Donc, Régis, pour faire récapituler ce qu'on a parlé dimanche. Je voulais savoir si tu avais été accepté comme membre, parce que c'est une des questions là, qui était en suspens pendant l'émission. On sait que tu es un partisan de Citoyens au pouvoir. Tu es quelqu'un qui s'est affiché publiquement pour ce parti-là. Et dernièrement, les remises en question que tu as fait des fameux statuts provisoires semble t'avoir coûté ta présence samedi à Lévis. Alors, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs là, si tu as eu des contacts avec ton chef et si on peut compter sur ta présence samedi. Il faut être membre pour aller là. Puis il y a seulement 100 places de disponibles. Donc, pour un groupe comme nous, c'est pas beaucoup de places pour aller voter, là. Habituellement, c'était fait par Internet. Et présentement, ce ne sera pas fait par Internet. Il faut aller au Congrès, qui est à Lévis, bien entendu. Donc, c'est pas tout le monde aussi qui a l'argent pour aller à Lévis là pour assister au Congrès. Moi, dans mon cas à moi, on m'a demandé d'être membre. Il fallait fournir une carte d'identité. J'ai fourni ma carte d'identité. Puis là, on m'a demandé de porter allégeance au statut provisoire. J'ai dit, je ne peux pas porter allégeance au statut provisoire. Là, je veux les changer. Vous êtes au courant que je veux les changer. Vous avez en votre possession les changements que je veux faire. Je les ai envoyés. Puis d'ailleurs, je n'ai pas eu de nouvelles en tant que telles. Donc, je peux pas. Je suis prêt à aller au Congrès. Je suis prêt à être membre. Je suis prêt à aller débattre des changements que je veux faire. Mais je veux pas faire allégeance au statut provisoire si je suis pas d'accord avec. Sans les avoir débattus. C'est bien ça, sans les avoir débattus. Puis je me suis aperçu que beaucoup des gens de Citoyens au pouvoir, les statuts, je ne suis pas sûr s'ils les ont lus puis qu'ils les comprennent. Il y a peut-être Marco, il y a peut-être Nancy qui les a vraiment lus. À ma connaissance, peut-être qu'il y a d'autres personnes, mais qui m'en ont parlé, c'est les deux seuls. Puis, je me souviens quand un peu, tu avais fait une entrevue avec Richard Mongeau, puis tu avais parlé du déficit démocratique qu'on avait. Par la suite, j'avais tout de suite appelé le chef, puis là, j'ai dit, oui, c'est vrai qu'on a un déficit démocratique, puis il faut changer ça. J'en ai discuté au moins pendant 2 heures de temps avec lui, puis il m'avait fait la promesse que nos statuts allaient devenir démocratiques. Quand en janvier, j'ai vu les nouveaux statuts, puis j'ai étudié ça, j'ai dit, hey, il y a ben trop de pouvoir aux dirigeants. Ils se nomment même les dirigeants puis le chef. Ils ont le droit de vie et de mort sur la plupart des gens. Ils choisissent les candidats en dernier recours. Ce n'est pas les associations, c'est vraiment eux qui choisissent les candidats en dernier recours. Moi, j'étais complètement contre ça. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas leur affaire, ben, ils peuvent l'expulser assez facilement, illico presto. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai même proposé que ce soit plutôt une instance qui ne soit pas l'exécutif qui fasse ça, qui soit des gens qui soient complètement neutres. Parce que quand tu tombes en conflit avec l'exécutif pour un point ou un autre, puis là, c'est l'exécutif qui tranche, bien là, tu es juge et parti. Donc, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait un avis de changement là-dessus. Et
les autres, ils veulent s'assurer que les 9 points d'ancrage soient bien constitués, là, puis donc ils tiennent à cette constitution pour les 9 points d'ancrage. Bon, les 9 points d'ancrage, je suis d'accord avec ces 9 points d'ancrage parce que c'est les 9 points d'ancrage que j'avais écrits 2 ans auparavant dans Vraie démocratie sans parti politique, sans représentant. Un groupe FB. Donc, c'est exactement ce que moi je proposais. Fait que je suis d'accord avec ces 9 points-là. Il y en a un qui manque. Il y a un point qui manque. Donc, j'apporte ça comme réforme. C'est une proposition d'Alain Deneau. C'est de faire un Sénat tiré au sort. Là, j'avais même proposé qu'on invite Alain Deneau pour qu'il puisse venir débattre lui-même de sa proposition. Et, Dominique était bien d'accord avec ça, mais on dirait que ça va pas plus loin que ça. Je fais juste lever ta caméra, on te perd le visage. Oui, merci. Oui, continue, excuse-moi, c'est juste d'ordre technique. Donc, Dominique Prudhomme était d'accord avec ça, puis continue l'histoire, ça m'intéresse. OK. Bon, à ce moment-là, j'ai apporté des changements, j'en ai parlé au chef, il dit oui. Parfait, j'emmène les changements. Il me parle de fautes d'orthographe. Je corrige des fautes d'orthographe. Puis là, j'ai publié ça sur pour que les membres puissent avoir ça. Donc, je les ai distribués aux membres pour qu'ils puissent prendre connaissance de ça. Mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, des ex-candidats qui vont aller là-bas. Mon ami Denis Paré, il ne va pas. Il y a d'autres personnes à qui j'ai emmené là qui ne vont pas non plus. Donc, je ne sais pas c'est qui va aller là, mais en tout cas, on dirait que les ex-candidats, ils n'ont pas l'air d'être chauds à aller là. Donc, tu sembles décrire un système plus oligarchique de démocratie directe. Si on a suivi tes vidéos là, cette semaine, on peut mieux comprendre ce concept-là. Et l'autre chose que j'aimerais t'entendre, c'est la dérive autoritaire qui souvent va éliminer complètement le militantisme. Avec l'expérience que tu as au sein de ce parti-là, explique-nous un peu ce que tu voulais dire par là. Bon, j'ai milité ailleurs auparavant, comme j'ai milité dans l'AC. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec l'AC, bien entendu. À un certain moment donné, il y a l'exécutif qui a choisi sans prendre considération des autres instances. Les autres instances n'ont pas vraiment aimé ça, puis ça a foutu le bordel, puis l'AC maintenant n'existe pratiquement plus. OK? Les gens se sont carrément éloignés de l'AC et ainsi de suite. C'est la première chose. L'AC, c'est comme mon bébé, si vous voulez. Okay. Quand on regarde un peu Nuit debout, qu'est-ce qui s'est passé à Nuit debout à Montréal? Là, il y a une petite clique de gens qui s'arrangeaient à la décision des lieux, de l'endroit, puis tout ça. Au début, c'était très démocratique. Quand ça commençait à être une petite clique qui décide pour les autres, oups, le monde sont partis. C'est parce que tu n'impliquais pas assez de monde. Hein? À Citoyens au pouvoir, l'ancien président de Démocratie directe du Québec, un ancien parti politique qui s'est allié avec Citoyens au pouvoir, que je connais bien d'ailleurs, quand il s'est aperçu que les décisions n'étaient pas approuvées par l'ensemble des membres, ben, il est parti. Il est carrément parti. Il dit, moi, je ne veux pas faire partie d'un parti qui n'est pas démocratique. Et puis, donc, on a parti une bonne gang, parce que lui, c'était une bonne gang aussi qui était là. C'était des gens qui étaient pour la démocratie directe, bien entendu. La vraie définition de la démocratie directe, définition de la démocratie directe, c'est une démocratie, c'est le pouvoir au peuple
directement, sans représentant et sans parti politique. Voilà. Fait que, on sait bien entendu que ce ne sera jamais vraiment selon la définition en tant que telle. Donc, il y a des compromis à faire. Donc, on est prêt à faire des compromis. Il y a les référendums d'initiative citoyenne, entre autres, c'est un outil démocratique. La démocratie participative, où est-ce que les gens qui veulent vraiment participer, qui débattent, puis qui vont s'informer, puis à un moment donné, qui décident, ben, c'est la base un peu de la démocratie, je dirais. Mais la base aussi de ce genre d'organisation-là, c'est sans chef. On a des porte-paroles, puis on a les dirigeants, c'est les dirigeants qui sont là, c'est pas des dirigeants, c'est des exécutants. C'est des gens qui sont au service de l'ensemble de la collectivité. Donc, ils ont à exécuter les décisions de l'ensemble des gens. C'est pas ça qu'on a un citoyen au pouvoir. On a un chef, puis on a des dirigeants. Déjà, juste par ces mots-là, c'est pas dans la tradition de ce genre de mouvement qui est la démocratie. La démocratie, c'est pas des gens qui décident pour nous. C'est nous qui décidons. Puis on a des exécutants. Ce qui n'est pas le cas présentement dans les statuts. Les statuts provisoires qui fait mention plutôt d'un chef puis de comité exécutif. Tu as fait mention de certains mots là, qui manquaient dans ces statuts-là, entre autres Assemblée générale. Il y a aussi les processus de vote par site web. C'est tous des moyens maintenant qui peut être à notre disposition justement pour voir naître un parti qui voudrait installer des critères réellement démocratiques. Mais actuellement, ce qu'on rencontre là, chez Citoyens Pouvoir, c'est plus une structure de type oligarchique. Et oligarchie, là, c'est synonyme d'une clique. Et on l'a senti depuis l'élection. Puis on va voir un peu comment ça va se passer samedi. On laisse la chance aux coureurs, mais en ce moment, il n'y a rien de très positif à espérer parce qu'on semble s'accrocher. Qu'est-ce qui, selon toi, Régis, amène des gens à réagir comme ça? D'essayer à un moment donné de protéger un pouvoir imaginaire qui n'existe pas, en fait. Il semble se satisfaire là, de 13 000 voix, 13 000 et quelques centaines de voix. Et je regardais le rapport sur leur page Facebook des résultats. Là, on beurre épais vraiment là, sur les résultats qu'on semble se donner. On semble se satisfaire d'une campagne qui, pour l'avoir vécu de l'intérieur, a pas nécessairement rassemblé, mais plutôt divisé. Et par la suite, on pensait qu'après l'élection, on allait voir un changement d'attitude. Et c'est tout le contraire qu'on s'aperçoit. Là, l'arrivée des statuts provisoires menés par un groupe qu'on se demande c'est qui a écrit ça. Dimanche, on était prêt à donner bénéfice du doute au chef qui semble s'être embarqué dans une démarche là, hautement antidémocratique. Et tu étais un de ceux là, qui a remis ça en question. Ben, quand on écoute un peu la vidéo qu'il a faite dernièrement, il dit les statuts vont pouvoir être changés aux 2/3 des membres. C'est pas facile, ça, à avoir. Donc, les statuts qui vont être là, si on veut les changer aux 2/3 des membres, c'est pas évident. Oui, comment... c'est tout un programme. Oui, c'est ça. Comment barrer des statuts provisoires? Je tiens à noter le mot provisoire. Des statuts écrits par un nombre très limité de personnes. Comment peut-on les mettre au test du 2/3?
on s'octroie là un pourcentage encore plus élevé que le 50 plus 1. Et c'est là que parfois, là, on se demande si ces gens-là comprennent le message qu'ils lancent par ce qu'ils produisent. Moi, c'est quelqu'un en politique qui m'avait dit, quand tu te lances en politique, c'est comme un poisson rouge d'un aquarium, tout le monde te regarde. Puis, si tu essaies de prendre le monde pour tu essaies de tordre la vérité, ça risque de te revenir dans le visage. Et c'est l'attitude aussi qu'on a souvent chez Citoyens au pouvoir, quand on remet en question ou quand au moins, à tout le moins, on veut débattre. On sent ça comme une attaque et on cherche à traiter. Moi, on m'a traité un peu de malade mental. On a vite voulu m'accoler même l'image. Le chef a fait un direct qui remettait en question ma santé mentale à Radio Infocité. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très spécial. Jusqu'à où on peut tomber là, pour des gens qui remettent en question ces démarches démocratiques. Moi, je veux vraiment tenir ça au niveau politique. Puis tout ce que certains ils reprochent aux adversaires, là, souvent, là, de ne pas leur donner de droit de parole. Souvent, ils vont taper sur les médias de masse, mais vont évaluer le succès d'un événement si les médias de masse les ont cités. Il faut faire un choix, là. Moi, je suis un des partisans, Régis, à former nos propres réseaux d'information. Si on veut, puis j'étais un de ceux qui a proposé ça à l'époque à Citoyens au pouvoir. Je sentais qu'il y avait quand même un potentiel dans ce groupe-là et un potentiel dans l'idée de redonner le pouvoir au peuple. Ça fait 30 ans qu'on nous fait croire qu'on est maître chez nous puis que la Révolution tranquille nous a libérés du système colonial britannique. Et on se lève aujourd'hui en 2019. Puis on s'aperçoit qu'on a rempiré à certains endroits, non. Je ne vois pas tout l'avenir du Québec noir, mais si on ne s'en occupe pas, il y en a d'autres qui le font. Regarde, on est à l'heure, à un moment donné, des gilets jaunes. Quand on regarde un peu ce qui se passe en France, c'est un mouvement qui est sans chef, puis sans exécutif. Mais qui ont une certaine forme d'organisation à l'intérieur, c'est des leaders, puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, il y a une résistance qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. Ça a changé la donne, à mon avis, à Citoyens au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup d'ex-candidats de Citoyens au pouvoir qui sont embarqués à pieds joints dans ce mouvement. Donc, moi, je suis, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que ces gens-là s'aperçoivent que Citoyens au pouvoir ne répond plus à leurs besoins. Donc, Citoyens au pouvoir doit changer sa structure pour répondre, si on veut, à ce changement significatif là, de structure même des mouvements démocratiques qu'on a présentement. J'étais complètement perdu, hein? Je t'entends plus. Excuse-moi, Régis. Tu as eu combien de votes dans la Belle aux dernières élections? À peu près 200. Et si on regarde le financement des partis, on sait, ils le disent dans leur rapport, c'est pas nous qui le disons, là, ils ont au-dessus de 25 000 $ récurrents par année. Comme comptable, est-ce qu'on s'attache plus à ce qu'on a réussi à se ramasser comme butin pour essayer de se monter une organisation privée? Ou on essaie, parce que les nouvelles règles en financement politique, ton travail, le travail de tous les candidats, donne un financement actuellement à Citoyens au pouvoir.
Et on se demande qu'est-ce qui attacherait un chef qui a eu de tels résultats à vouloir tant garder le contrôle de ce parti-là et d'essayer de par toutes sortes de manœuvres. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine qui, suite à l'élection, qui n'a pas mis un de ses membres de l'exécutif à la porte. Il y a Rachel Demers, il y a Manon Gamache qui se sont fait brasser. J'ai été témoin de ça. Et ça n'a rien à voir avec un chef qui est supposé d'être à l'écoute de son membership, de son groupe de militants. Et on a vu plutôt quelqu'un qui a divisé plutôt que de rassembler. Il a créé des troubles, il a fait le vide autour de lui. Regardez son exécutif, comment ça a changé depuis 6 mois. Et dans quel processus qu'on a pu changer les membres de l'exécutif. Et vous allez voir que les membres n'ont rien à voir à ça. Moi, j'étais un de ceux qui, au début, quand on rentrait là, qui voulait tout de suite avoir des membres puis des cartes de membres pour qu'on puisse avoir des gens qu'on puisse consulter pour prendre des décisions. Puis, on a retardé ça longtemps. C'est pas long à monter, une liste Excel de membres qui sont prêts à payer, puis tout le potentiel était là. Il s'agissait juste d'avoir la volonté de le faire. On a retardé là, quelques semaines avant le congrès de mettre en place une structure de membres. Et là, on a en plus limité l'accès aux membres. En les obligeant à accepter des statuts provisoires. Et ça, pour le néophyte en matière démocratique, il est facile à comprendre que c'est hautement antidémocratique et que de voir un Régis Ostini allumé là-dessus, ben, ça me rassure, Régis. Même si en fin de semaine, ils vont tous chanter la même chanson, on est habitué à ça dans les vieux partis, de voir des gens qui sont menés par une ligne et qui ne réfléchissent plus et j'espère de voir... il y a Marco Jeté qui s'est fait taper dessus. Il a réagi un peu comme tu fais actuellement et qui s'est fait rabrouer par certains citoyens au pouvoir. Tous ceux qui ont osé remettre en question le pouvoir du chef, y ont goûté. Et parlez-en au nom que je viens de nommer. Puis c'est dommage parce que cette dérive autoritaire que tu veux tant expliquer, qui est tant facile à comprendre si on se met le nez 2 minutes dans le dossier de citoyen au pouvoir, on voit que c'est entre les mains en ce moment d'un groupe qui se tient à s'accrocher à quelque chose de très imaginaire. Et ça nous laisse croire, sont-ils accrochés aux 25 000 $ qu'ils ont à toutes les années pour se payer du poulet frit Kentucky? Je ne sais pas. Moi, dans l'histoire de Manon Gamache puis Rachel, OK, ils ont pris une décision, à mon avis, qui était un peu hâtive, qui est une erreur de bonne foi. C'est une exclusion de quelqu'un qui était vraiment actif chez Citoyens au pouvoir, qui a outrepassé un peu son mandat pour essayer de dire OK, là, si votre choix n'est pas Citoyen au pouvoir, ben, puis vous n'avez pas de gens de Citoyens au pouvoir dans votre circonscription, ben votez pas. Et qui a écrit ça au nom de Citoyens au pouvoir. Puis, à mon avis, bon, c'était bénin, c'était pas très grave, mais ça a passé en conseil, puis ils ont décidé, si on veut, de faire quelque chose contre ça, mais Stéphane Blais n'était pas là quand ils ont pris la décision en tant que tel. Ils ont décidé de l'enlever de modérateur d'une de nos pages. Donc, ça l'a fait une tollée, puis pour rien en tant que tel. C'était pas si grave que ça. À mon avis, c'est une mauvaise décision de leur part, ça c'est certain. Mais ça valait pas C'était quelque chose qui aurait pu, à mon avis, ça se régler à l'intérieur de l'exécutif sans qu'on soit au courant, tout le monde, tous les candidats de tout ça.
Hein? C'était pas grave. C'est pas quelque chose qui est grave. Hein? C'est pas une faute éthique. C'est pas, t'es pas parti avec la cagnotte. Là. Hein? C'est une erreur de débutant. Hein? Donc, quand j'ai vu que Rachel avait été exclue, puis Manon un peu aussi, c'est des gens qui avaient fait beaucoup, qui avaient donné beaucoup de leur temps pour le parti, un temps que moi, je ne pouvais pas donner, donc que j'ai apprécié, parce que ces deux personnes-là m'ont amplement aidé en tant que candidat. Donc, ça, à mon avis, la punition était injuste, carrément injuste. Il est trop vite un peu il a été trop vite un peu pour punir le monde. On essaie de rassembler les gens. Là. Puis il n'y a pas des gens, il n'y a pas personne qui a vraiment de l'expérience là-dedans. Là. Donc, qu'on fasse des erreurs, c'est pas grave. Là. On se pardonne, puis après ça, on continue. Oui, puis qu'ensuite, on ait plaisir publiquement ou dans des directs semi-privés entre candidats, d'avoir on a quand même organisé une consultation à l'interne des candidats pour exclure Manon et Rachel. Et ça semblait être primordial pour le retour du chef que si Rachel et Manon ne quittaient pas, que c'est lui qui quittait. On a assisté vraiment à un épisode là, de chantage et il n'y a rien qui pressait pour changer l'exécutif et on aurait pu attendre le prochain congrès pour régler ça entre membres, mais ça n'a pas été la voie adoptée par le chef. On a vu tout de suite par la suite arriver, suite au congédiement de ces deux personnes-là, l'arrivée des fameux statuts provisoires et la promesse de tenir un congrès qui, aujourd'hui, à 2 jours de l'événement, le processus de transparence qu'on aime tant répéter dans ce parti-là, de pouvoir du peuple par le peuple, c'est des concepts qui sont lourds en responsabilité. Et on voit là, que l'organisation de cet événement-là fait vraiment pas, ne donne vraiment pas l'exemple. Moi, qu'est-ce qui m'étonne un peu, c'est que Stéphane Marginal, il connaît vraiment ça, là, la démocratie. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Il est à mon niveau à ce niveau. Il est à mon niveau au point de vue des principes démocratiques. Là. Je ne comprends pas qu'il puisse laisser faire ça. Je ne comprends pas. Je t'entends plus. On peut avoir des surprises samedi parce que moi aussi, personnellement, je connais plusieurs candidats qui avaient des bonnes intentions et qui, peut-être, comme plusieurs qui vont aller là, vont prendre connaissance des statuts dans les prochaines heures. Je sens, moi aussi, souvent beaucoup de gens là, qui sont derrière le chef, mais qui ont même pas lu les statuts et les ont embarqués là, dans une démarche. Sylvie Touga, qui est une femme que je respecte l'intelligence, comment peut-elle embarquer dans un tel processus le triage qu'on fait là, avant le congrès dans lequel tu as passé? Il y a des gens que j'apprenne que Denis Paré ne soit pas présent là, ça ne me surprend pas. Denis, aussi, on sait que c'est un monsieur qui a certains problèmes cardiaques, là, puis ça reste que Denis est là, plus il faut respecter ça, mais j'exigerai pas que Denis donne son point de vue. Je le connais, son point de vue. Il sait très bien, il connaît très bien lui aussi. Donc, il connaît très bien le jeu de son peut-être ex-chef. L'autre personne qu'on n'a pas entendu beaucoup, qui a complètement débarqué de Citoyens au pouvoir, c'est Alexis Cossette-Trudel. Cette démarche-là n'inspire pas personne actuellement. Et le vide derrière, à part son vice-chef et lui-même, et des gens là, qui ont embarqué sans trop être mis au fait de ce qui s'est passé avant et prennent les résultats d'aujourd'hui.
ben, peuvent voir toute la vie en rose en ce moment, mais il y a peut-être des vérités qui vont se dire samedi qui peut changer les choses encore, Régis. Ben, Alexis, avec 35 votes, c'est une prise de claque qu'il a mangé. Puis je crois pas à ça, moi. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Populaire comme il est, puis il y a 35 votes, puis c'est surprenant, vraiment. Il doit y avoir peut-être 15 000 personnes qui le voient à chaque fois qu'il fait une vidéo, puis il y a 35 votes. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Oui, mais je pense qu'on a réalisé aussi à la... Tu écouteras mon vidéo que j'ai fait où j'ai eu un accueil vraiment spécial du vice-chef le soir de l'élection au bar Henri Bourassa. Stéphane Dauphinet, j'ai fait une vidéo sur les prédictions avant d'avoir les résultats. J'étais à accueillir les candidats, puis au nom de Radio Infocité. Puis j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Puis Stéphane Dauphinet s'attendait à finir deuxième dans son comté et peut-être même remporter son comté. Il avait fait un sondage qu'il avait payé lui-même sur les sites web pour faire un sondage, voir si dans son comté, Citoyens au pouvoir avait des chances. Et selon ces statistiques qui, je crois, ont disparu depuis ce temps-là, Stéphane Dauphinet se voyait gagnant là, le soir de l'élection, ou en tout cas à quelques votes de la victoire. Et on a comme été dans une bulle aussi dans Citoyens au pouvoir que les vues sur les réseaux sociaux t'assuraient des votes. Puis quand on connaît un peu l'organisation politique, c'est plus complexe que ça. Puis il faut avoir aussi une présence sur le sentier. Moi, j'avais exigé de la part du chef, l'autre chose dans le bilan là, qu'on nous donne, là, c'est le nombre d'heures que le chef a fait pendant la campagne électorale. Moi, j'ai le peu de temps que j'ai eu à m'occuper de sa campagne, puis là, on était à quelques semaines de la campagne. J'avais un chef qui était à temps partiel, là, puis ça, je trouvais que c'était particulier. Il me donnait la raison qu'il y avait des paiements à faire, puis que son bureau de comptable devait rouler. Mais quand tu prévois être chef d'un parti au niveau national comme ça, si j'avais accepté ces responsabilités-là, j'aurais peut-être planifié de m'en occuper à temps plein pendant au moins 2 mois. Parce qu'il y avait à peu près, quand je l'ai rencontré, il y avait à peu près 20 candidats. J'ai eu à travailler très fort pour essayer de lui trouver des candidats. Puis au fur et à mesure que je lui en trouvais, là, à un moment donné, j'ai été taxé de vouloir noyauter le parti. Donc, c'était difficile pour moi. Là, et c'est là aussi que j'ai vu l'attitude. J'ai approché là, des gros noms pour Stéphane. Puis, si on avait montré un peu plus de sérieux, moi, je m'étais impliqué là-dedans. Le pouvoir du peuple par le peuple, avec un chef du Parti québécois qui voulait nous remettre l'indépendance à une autre élection, ben moi, je magasinais. Puis j'ai eu Alexis Cossette-Trudel qui m'avait offert d'organiser sa campagne. Et suite à ça, j'ai connu le chef. Et là, je me suis aperçu que Citoyens au pouvoir, il n'y en avait aucune organisation. Qu'on était à 2-3 mois de l'élection et tout était à faire. Et je m'étais mis vite à la tâche. Et là, c'est là que j'ai vu le vide sidéral de l'organisation qui aspirait à avoir 125 candidats, qu'on a baissé le niveau à 50. Il est arrivé à 54, mais je peux vous dire que ça a été fait sur le coin de la table. Puis on peut, oui, se féliciter, c'était le nombre. Parce qu'avec les nouvelles règles de financement du parti politique, chaque vote te rapporte par la suite, récurrent à toutes les années, 1,5 fois, ça te rapporte près de 2 $ par vote. Et je sais qu'on a quand même entrepris toutes sortes de dépenses pendant la campagne électorale de Citoyens au pouvoir, auxquelles j'ai été mis au courant.
Puis j'attends ça aussi, parce que c'est pas vrai, malgré le peu d'importance que Citoyens au pouvoir peut représenter et ce que son chef peut représenter, je veux quand même faire le fond. Là. Je veux vraiment qu'on creuse un peu ce sujet-là, parce que c'est pas vrai qu'on va garder ce genre de slogan-là, puis que j'argumenterai pas là-dessus, Régis. Je trouve ça lourd de conséquences. Moi, quelqu'un qui dit le pouvoir du peuple par le peuple, moi, je suis exigeant. Un gars qui m'arrive avec un message de même, je le laisse pas passer facilement. Ben, regarde, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à Citoyens au pouvoir qui avaient de l'expérience en politique. Puis que l'organisation était déficiente, on s'attendait à ça. Un nouveau chef, peu d'expérience, et les candidats n'avaient pas d'expérience non plus. En politique, il y avait Denis Paris qui avait de l'expérience, il y avait moi qui avait un peu d'expérience au municipal. On n'avait pas beaucoup de candidats qui avaient fait des élections auparavant. Donc, il ne fallait pas s'attendre à avoir une organisation solide. On était, malgré tout, selon moi, on s'en est bien sorti avec qu'est-ce qu'on avait. Avec qu'est-ce qu'on avait. Là. C'est sûr et certain que c'est des gens, ça met en lumière un peu la difficulté dans le système actuel pour des gens du commun de faire de la politique. Le temps qu'on a pour faire le travail, la famille, puis toutes nos obligations, fait que ça nous laisse très peu de temps pour faire de la politique. Là. Fait qu'on était tous conscients de ça. Donc, on peut pas, moi, je pense pas qu'on peut reprocher à Stéphane Blais, qui était un chef tout frais, d'avoir été capable de monter une bonne organisation en si peu de temps. Mais moi, je m'attendais à ça. Je le voyais. Là. Donc, je savais qu'on voulait faire qu'est-ce qu'on pouvait. Qu'est-ce qui m'a un peu chagriné, c'est qu'on a fait un travail énorme pour aller chercher des groupes et que ces groupes-là, à un moment donné, par je sais pas, manque de diplomatie du chef, on les a perdus en cours de route puis en cours de campagne. Ça nous a fait extrêmement mal. Donc, imagine-toi combien qu'on a perdu de votes en perdant ces gens-là. Ça, c'était très dur. Ah, je suis très d'accord avec toi. Puis, pour terminer l'émission, Régis, je voulais juste que tu me donnes un peu tes attentes face au congrès de samedi. Est-ce que tu penses qu'on peut virer la situation à la dernière minute puis espérer qu'on ait des modifications au statut pour que ça ressemble plus à de la démocratie directe? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment d'espoir à ce niveau-là, à court terme, en tout cas pas au niveau de ce congrès-ci. Je pense que les gens vont se réveiller après les conclusions de ce congrès-là. Puis, à mon avis, comme je te disais, il y a des choses qui ont changé. Là. Il faut regarder un peu qu'est-ce qui va se passer en France, puis regarder un peu, parce que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu comme le mouvement des citoyens au pouvoir ici. Donc, on regarde comment ils vont faire en France, puis on a un peu peut-être à singer qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui réussit chez eux, puis le mettre ici en place avec une sauce québécoise qui nous est particulière. Donc, présentement, il faut attendre comment que ça va faire, comment ils vont résoudre leurs problèmes en France. Bon, ben merci, Régis. Avais-tu d'autres choses à dire? Avais-tu d'autres questions à soulever concernant le congrès de samedi? C'est le temps, parce que, en ce qui me concerne, on a fait le tour de ce que je voulais avoir comme entrevue. Et la semaine prochaine, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on fasse un petit enregistrement pour que tu nous donnes les impressions du congrès de samedi. Bien entendu, à ta disposition. Puis on travaille. Si on réussit à réunir les gens qui sont pour le pouvoir au peuple, on est une maudite bonne gang, puis on a des chances de réussir au Québec. Oui. On peut dire une chose. Oui, une maudite bonne gang. Oui, je crois en la sagesse du peuple québécois.
Puis, on lui a enlevé sa parole depuis des décennies. Puis, nous, on a confiance au jugement des Québécois. Puis, on aimerait voir un mouvement au Québec qui leur fait confiance. Alors, merci, Régis. Puis, merci à tout le monde. C'est tout pour cette entrevue. Alors, c'était l'entrevue que j'ai faite avec Régis cet après-midi. On va suivre le dossier du Congrès en fin de semaine. Régis et d'autres là, qui sont en communication avec moi, qui étaient supposés d'être là ce soir, là, mais pour des raisons professionnelles, ne peut être présent avec nous ce soir. Mais il y a Rachel Demers là, qui suit de très près ce congrès-là et d'autres ex-candidats ou partisans qui nous alimentent actuellement en information. Et on va vous faire un bilan du congrès la semaine prochaine avec Régis et d'autres qui, en ce moment, discutent avec nous, mais qui veulent quand même participer et voir sur place là, qu'est-ce qui va en ressortir de ce congrès-là. Et on va pouvoir vous donner le point de vue de Régis et les autres. Ça va nous permettre de mieux connaître les dernières nouvelles sur Citoyens au pouvoir. Alors, c'est tout pour cette émission spéciale. On va mettre un terme à cette émission-là parce que j'ai, pendant l'émission, pris contact avec nos invités qui vont suivre au Journal du soir. Alors, il est 21h15. On va faire une pause et vous revenir à 21h30. J'ai la bonne nouvelle de vous dire que Bob Sirois va être à l'émission du Journal du soir. Et il y a également Stéphane Allinger que je n'ai pas réussi à rejoindre tout de suite. Je vais tout de suite, là, pendant le 10 minutes, essayer de le mettre en ondes également. Mais on a Bob Sirois qui va être là. Puis on va aborder toute la question de la Fondation Équipe Québec, de la motion qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale concernant la création d'équipes nationales québécoises. Et on va vous faire un topo là, de la situation au Journal du soir. Alors, puis j'ai aussi deux autres invités. François Saint-Louis, un animateur de radio web, qui va venir peut-être nous joindre aux alentours de 10h15, 10h30. Et j'ai aussi un habitué du jeudi, Charles-Philippe Gervais, qui va venir nous raconter une histoire très particulière qui lui est arrivée vendredi dernier. On va vous en dire plus. Là, Charles nous donne souvent des émissions très punchées. Puis, manquez pas ça tantôt, aux alentours à la fin de l'émission, vers 10h30, 11h moins quart. On va donner le prix Steinbeu avec Charles-Philippe Gervais et ceux qui seront avec nous. Alors, à tantôt et on met fin à cette émission pour le moment.